Au début des années 2000, Hollywood a été frappé par l'horreur d'un crime qui a touché une de ses habitantes et qui a impliqué un acteur bien connu, Ashton Kutcher. Mais ce crime, qui semblait isolé, va révéler que le tueur n'en était pas à sa première victime et que celui-ci frappera à nouveau dans les années qui suivront. Une traque, une survivante et des inspecteurs déterminés vont pouvoir mettre derrière les barreaux celui connu sous le nom de l'éventreur d'Hollywood. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. L'affaire commence en 2001 lorsque la jeune Ashley Erin, 22 ans, décide de s'installer à Los Angeles et plus précisément dans le quartier d'Hollywood. Ashley est décrite comme une femme sûre d'elle, une artiste qui profite à fond de la vie. Elle fait ses études dans le nord de la Californie auprès de ses parents et lorsqu'elle finit le lycée, elle entre dans une école de mode et de design à Los Angeles et elle pose parfois aussi comme modèle photo. Elle trouve un logement dans le quartier d'Hollywood qu'elle partage avec une colocataire nommée Jennifer. Depuis qu'elle s'est installée dans ces villes, son comportement change. Elle devient plus exubérante, elle aime faire la fête, en organiser chez elle, et elle se rend souvent au Château Marmont où de nombreuses célébrités s'y rendent. Durant ces soirées, elle fait la connaissance de Vin Diesel et également d'un acteur en vogue, Ashton Kutcher. Le 21 février 2001, Ashton appelle Ashley pour lui proposer un rendez-vous. C'est le soir des Grammy Awards et une fête est organisée après la cérémonie. Elle accepte de l'accompagner. Le père de la jeune femme est venu lui rendre visite pour l'aider avec des travaux de rénovation qu'elle a entrepris dans le logement et Ashley le dépose à l'aéroport à 17h pour qu'il reprenne l'avion. Après l'avoir déposé, elle rentre à son domicile où personne ne s'y trouve car sa colocataire est partie passer la nuit avec son petit ami. Entre-temps, le gérant du logement, Mark Durbin, passe la voir pour l'aider à finir des travaux et il repart pour la laisser se préparer pour ce rendez-vous. Après son départ, Ashley en profite pour téléphoner à Ashton afin de planifier la logistique de la soirée. Il lui indique qu'il passera la récupérer chez elle vers 22h et elle part se préparer. Nous sommes maintenant le lendemain matin, donc le 22 février, vers 9h15. Jennifer, la colocataire, rentre au logement et lorsqu'elle franchit la porte, elle aperçoit Ashley allongée au sol entre le couloir et la salle de bain. Sa première idée est qu'elle lui fait une blague. Alors, elle ne s'inquiète pas et elle s'approche d'elle. Mais lorsqu'elle arrive au niveau de son amie, elle comprend que ce n'est pas une farce. C'est une scène d'horreur qui se trouve sous ses yeux. Sa colocataire est inanimée, couverte de sang, tout comme le lieu. Elle comprend la gravité de la situation, sort en courant de l'appartement et elle appelle les secours. Il est malheureusement trop tard pour sauver la vie de la jeune femme et les policiers présents comprennent rapidement qu'ils ont affaire à une scène de crime. Ashley présente de nombreux coups de couteau. 47 coups seront déterminés par le médecin légiste lors de l'autopsie et il parvient à conclure aussi, grâce à l'angle des coups, que l'attaquant est gaucher. La scène est d'une grande violence. Le tueur a également lacéré la gorge de sa victime, ne lui laissant aucune chance de survivre. Mais la scène montre qu'Ashley s'est battue avec force, comme l'attestent les blessures défensives sur son corps. Concernant le déroulement des faits, il devient évident qu'elle a été attaquée alors qu'elle se préparait pour sa soirée. Le tapis de la salle de bain est encore mouillé, sa tenue du soir suspendue et le sèche-cheveux pendant le vide. Est-ce un cambriolage qui a mal tourné ? L'hypothèse est vite écartée lorsque les enquêteurs constatent que rien ne semble avoir été volé. Ashley porte des boucles d'oreilles en diamant, son collier et en plus il y a toujours 300$ en liquide présents sur l'évier de la salle de bain. Par contre, il se questionne sur comment l'individu a pu pénétrer dans le logement. Il y a des barreaux aux fenêtres, la porte était fermée à clé lorsque Jennifer est rentrée et surtout elle leur précise qu'Ashley faisait très attention. Elle veillait à toujours fermer la porte de devant et celle de derrière, et surtout lorsqu'elle se retrouvait toute seule. Sans trace d'effraction, cela signifie que le tueur avait les clés ou bien qu'Ashley l'a laissé entrer dans le logement et que donc probablement elle le connaissait. Au niveau des preuves physiques qui peuvent être recueillies, il n'y a aucune empreinte digitale laissée par le meurtrier, mais les policiers espèrent que parmi les nombreuses traces de sang, le sien s'y trouve et que donc son ADN puisse être récolté. En attendant les résultats du laboratoire, les détectives commencent leur enquête de terrain en interrogeant les proches de la jeune femme. C'est comme ça qu'ils apprennent qu'elle prévoyait de sortir avec Ashton Kutcher ce soir-là et il est donc interrogé à son tour.
Celui-ci coopère sans problème avec la police et il leur explique le cours de sa soirée. Il avait prévu de récupérer Ashley à son domicile vers 22h, 22h15, mais il était en retard et ne s'est présenté chez elle qu'à 22h45. En arrivant au domicile, il a remarqué de la lumière à l'intérieur et il a frappé à la porte, mais personne ne lui a répondu. Il a fait le tour de la maison et il est allé sur le côté où se trouve une fenêtre permettant d'observer une partie de l'intérieur du logement. Il a remarqué une grosse tache rouge sur le tapis. Mais il savait que la jeune femme organisait régulièrement des soirées et son premier réflexe a été de se dire que pendant l'une d'entre elles, quelqu'un a renversé du vin rouge sur le sol. Il a patienté un instant, frappant à nouveau, il a appelé et sans aucune réponse d'Ashley, il a pensé qu'elle lui en voulait pour son retard et qu'elle lui posait un lapin et donc il est parti seul à la soirée. Il y a justement un témoin qui se manifeste pour parler de cette soirée-là. Celui-ci se baladait dans le coin avec son chien lorsqu'il a entendu un bruit sourd et un cri vers 20h30. En observant le domicile d'où le bruit semblait provenir, il n'a rien observé de préoccupant et donc il est retourné chez lui. Au vu de l'heure indiquée par cet homme, cela place Ashton hors de l'heure de l'attaque. Il n'est plus considéré comme un suspect. Il y a une autre personne dont je vous ai parlé qui a rendu visite à Ashley durant la soirée, le gérant Mark. Lors de son interrogatoire, il explique être passé voir la jeune femme pour l'aider avec les rénovations, mais pas seulement. Il avoue avoir eu une relation intime avec elle et qu'il n'est reparti qu'autour de 20h15. Étant donné que les policiers estiment que le crime a été commis autour de 20h30, Mark devient un suspect. Mais il n'y a aucune preuve contre lui et ils ne peuvent rien faire sauf attendre les résultats du laboratoire. Ceux-ci leur parviennent et c'est une énorme déception pour eux. Le sang présent dans l'appartement est seulement celui d'Ashley. Le tueur n'a laissé aucune trace de son ADN. Alors certes, ils ont Mark comme suspect, mais rien contre lui. Il leur faut donc trouver plus d'informations et de possibles autres suspects. Les amis de la jeune femme pensent justement à un homme au comportement étrange qui surnommait Mike Lafournaise. C'est un garçon dont Ashley a fait la connaissance quelque temps auparavant. Elle était devant chez elle, a tenté de réparer la roue de sa voiture lorsqu'un individu s'est approché d'elle et lui a proposé son aide. Après ce jour, celui-ci débarquait chez elle lors de certaines soirées qu'elle avait organisées sans même y être invité. Il entrait dans le logement, il s'asseyait sur le canapé et il passait sa soirée à rester silencieux et à observer la jeune femme. Il était étrange. Lorsqu'il parlait, c'était pour se plaindre de son travail en tant que réparateur de climatisation et de chauffage et pour se vanter qu'il allait devenir riche grâce à un procès dans lequel il poursuivait un homme ayant provoqué un accident de voiture l'impliquant. Malheureusement, les amis ne savent pas son nom complet, juste Mike. Les autorités sont intéressées par son profil et ils décident de le rechercher grâce aux informations obtenues. Elles recherchent dans leur base de données les procédures similaires en cours, mais il n'y a rien. Par contre, il y a un homme nommé Michael Gargiulo qui a porté plainte contre un homme pour avoir renversé son chien. Cela pourrait correspondre à ce Mike, et les policiers présentent sa photo aux amis d'Ashley. Il n'y a aucune hésitation de leur part. C'est cet homme qui l'observait. Il y a un élément qui renforce les suspicions des policiers le concernant. Il habitait à seulement quelques maisons de chez la jeune femme. Ils se rendent alors à son domicile, mais celui-ci a visiblement disparu juste après le meurtre. 4 mois passent ainsi, sans que Michael ne soit retrouvé et qu'une autre preuve ne soit ajoutée au dossier, quand tout d'un coup, le département de police reçoit un appel du département de police de Chicago. L'inspecteur au bout du fil leur indique qu'il travaille actuellement sur un cold case vieux de 10 ans et qu'il est à la recherche de Michael Gargiulo. Les policiers de Los Angeles sont sidérés en apprenant qu'il est possiblement impliqué dans un autre crime, dans l'affaire concernant la mort de Tricia Pacaccio. Les événements se sont déroulés le 13 août 1993 dans le village de Glenview à Chicago où vivait Tricia Pacaccio, 18 ans, avec sa famille. La jeune femme venait de finir le lycée et elle s'apprêtait à intégrer l'université dans quelques semaines. Et cette soirée du 13 août, elle était sortie avec des amis avant de se faire déposer devant chez elle à 1h30. Ce n'est que le lendemain matin que son père découvre son corps sans vie, gisant sur les marches de l'entrée. Celle-ci a subi une violente attaque, lui cassant un bras et ayant reçu 12 coups de couteau. L'enquête n'avait rien donné pendant des années, mais elle a été rouverte afin de faire des comparaisons avec l'ADN récolté sous les ongles de la victime.
Les policiers avaient une liste de 20 personnes avec qui faire la comparaison, dont un ami d'enfance du frère de Tricia, Michael Gargiulo. Tous ont coopéré et ont été exclus de la liste des suspects, sauf lui qui reste introuvable. C'est pour cette raison qu'ils appellent le département de police de Los Angeles, car ils savent que Michael habite dans la région. En entendant les détails du crime, les policiers de Los Angeles restent stupéfaits. Les similitudes sont grandes et chacune des affaires ont le même suspect en commun. Il faut définitivement retrouver cet homme et en apprendre plus sur lui. En interrogeant des personnes qu'ils connaissent, ils découvrent qu'il est un boxeur, qu'il a pratiqué les arts martiaux et qu'il est très sanguin. Son impulsivité existe depuis sa jeunesse, où il est allé jusqu'à lancer son père à travers une fenêtre et à briser une table sur le dos d'une de ses sœurs. Puis sa violence est allée beaucoup plus loin, lorsqu'il n'a pas supporté que sa petite amie du lycée rompe avec lui et qu'il l'a menottée et violée. Les seules répercussions judiciaires ont été lorsqu'il a commis des vols et qu'il a plaidé coupable, s'en sortant avec un sursis de 18 mois et une amende de 200 $. Il est ensuite parti pour Los Angeles avec l'idée de devenir un acteur. Mais le monde d'Hollywood est dur d'accès, alors il s'est contenté d'un job de videur où il a été renvoyé après avoir frappé un client. Son dernier emploi connu est celui de réparateur de climatisation et de chauffage. Les policiers obtiennent un mandat de perquisition pour son logement et à l'intérieur se trouve un masque utilisé pour déformer la forme du visage. Mais encore plus étrange, il y a 150 figurines du docteur Jekyll, un docteur psychopathe et meurtrier présent dans un film du même nom. Alors qu'ils continuent d'explorer le logement, les policiers placés devant le domicile aperçoivent Michael qui prend le chemin pour rentrer chez lui. Le jeune homme les aperçoit et il s'enfuit en courant, mais heureusement, ils parviennent à le rattraper et à l'arrêter. Pas sans difficulté, car 4 agents ont été nécessaires pour le maîtriser. Après l'avoir amené au poste de police, les détectives prélèvent un échantillon de son ADN, mais en attendant les résultats, ils doivent le relâcher. Les résultats leur parviennent en septembre 2003 et ils montrent que l'ADN retrouvé sous les ongles de la jeune Tricia est bien celui de Michael. Malgré cette preuve, le procureur estime que ce n'est pas suffisant pour le poursuivre car celui-ci peut justifier que son ADN s'est retrouvé là après un simple contact avec la victime. Et malheureusement, rien n'est fait contre Michael. Les policiers sont dépités par ces décisions et surtout, ils craignent qu'il ne repasse à l'acte, il en est totalement capable. Et leurs craintes vont se confirmer durant l'année 2008. Le 28 avril 2008, Michelle Murphy, 26 ans, vit dans son appartement à Santa Monica, quartier dans lequel elle pratique régulièrement la course à pied. La journée se déroule normalement pour la jeune femme et celle-ci part se coucher vers 2h30. C'est une chaude journée de printemps et comme de nombreux habitants de la région, elle laisse sa fenêtre ouverte afin de laisser l'air pénétrer à l'intérieur. Elle dort paisiblement lorsqu'une forte douleur la réveille en sursaut. Elle ouvre les yeux et elle découvre un homme avec une casquette et un pullover à capuche au-dessus d'elle en train de lui infliger des coups de couteau au niveau du bras. Michelle a la force de se défendre et avec toute la force et le courage en elle, elle parvient à attraper la lame, à repousser l'homme en le blessant et à le faire tomber au niveau du sol dans un bruit sourd. L'impact réveille les voisins et suffit à faire fuir son agresseur qui, dans sa fuite, se retourne vers elle et lui dit « Je suis désolée ». Michelle est transportée à l'hôpital où par chance, elle survit à ses nombreuses blessures. Des traces de sang appartenant à l'homme sont récoltées et envoyées en analyse. Lorsque les policiers viennent l'interroger, elle leur explique qu'elle ne connaît pas cet homme, mais elle a pu voir son visage et, détail important, il était gaucher. Les résultats ADN des traces de sang présentes sur les lieux leur donnent le nom d'un homme suspect dans une affaire de meurtre, celui de Michael Gargiulo. Plusieurs photos sont présentées à Michelle qui reconnaît sans aucun doute la photo de Michael comme étant l'homme qui l'a attaqué. Et il s'avère que celui-ci vit proche de son appartement. Les policiers de Santa Monica commencent leur recherche sur l'individu et ils découvrent alors qu'il est suspect dans l'affaire de Tricia, mais également dans celle d'Ashley. Cela veut donc dire qu'il a possiblement tué 2 femmes, tenté de tuer une 3e et quelque chose leur dit qu'il a pu faire d'autres victimes. Ils se plongent dans les affaires non résolues de la région et une d'entre elles retient leur attention. Il s'agit d'une affaire concernant l'homicide de Maria Bruno, une femme de 32 ans, mère de 4 enfants, tuée en 2005.
Maria venait de se séparer de son mari et d'emménager dans un nouvel appartement dans la ville d'El Monte, dans le comté de Los Angeles. Le 1er décembre 2005 au soir, elle s'est rendue dans un restaurant pour y retrouver son ex-compagnon afin de discuter de la situation et celui-ci l'a ramenée à son domicile juste après. Il s'est à nouveau présenté chez Maria le lendemain car il était convenu qu'il l'amène au travail. Mais en pénétrant dans le logement, il a découvert Maria sauvagement assassinée. L'expertise révélera qu'elle a reçu 17 coups de couteau, une lacération à la gorge et qu'elle a également subi une ablation au niveau de la poitrine. C'est un crime extrêmement violent qui s'est déroulé dans cet appartement où l'agresseur s'est introduit par la fenêtre de la cuisine. Mais aucun suspect n'a été déterminé et seul un couvre-chaussure médical avait été gardé comme preuve possible. Et là encore, le médecin légiste a pu déterminer que le tueur était gaucher, comme pour les meurtres de Tricia, Ashley et la tentative sur Michelle. En explorant ce dossier, les policiers font le lien avec Michael, d'autant plus que celui-ci vivait dans le même bâtiment que la victime. Les policiers obtiennent un mandat de perquisition afin de fouiller l'appartement qu'il occupait à l'époque. À première vue, il n'y a rien d'important, mais en explorant les combles au-dessus, ils découvrent un couvre-chaussure médical, le même découvert proche de la scène de crime, et celui-ci contient l'ADN de Michael. Les enquêteurs comprennent que cet homme observe ses victimes avant d'agir. Il vit proche de celles-ci et il attend le moment où elles sont vulnérables pour les attaquer. Ils mettent alors en place une surveillance vidéo autour de son appartement de Santa Monica et grâce à ça, ils parviennent à le repérer et à procéder à son arrestation en 2008. Il est poursuivi pour les meurtres de Maria, Ashley et de la tentative de meurtre sur Michelle. Puis en 2011, il est poursuivi pour le meurtre de Tricia. Le procès de Michael met beaucoup de temps à arriver à cause de plusieurs raisons. En détention, il commet des tentatives d'évasion, il a nombreux conflits avec ses avocats et il en change régulièrement. Le procès se tient finalement en mai 2019 à Los Angeles et dans cet état, il risque la peine à perpétuité ou la peine de mort. Ce procès est très médiatisé et cela est aussi dû à la présence d'Ashton Kutcher en tant que témoin de l'accusation. C'est là qu'est né le surnom de ce présumé tueur en série, celui du Hollywood Reaper, l'éventreur d'Hollywood, ou bien aussi The Boy Next Door Killer, le tueur d'à côté. 70 témoins défilent à la barre, dont Michelle Murphy, la seule survivante. L'audience retient son souffle lorsqu'elle désigne Michael Gargiulo du doigt en disant qu'il est celui qui l'a attaqué. Et toujours, lorsqu'elle déclare « Jusqu'à aujourd'hui, passer la nuit seule me terrifie ». L'enfance de l'accusé est évoquée au sein du tribunal et voici ce qui est indiqué. Michael est né en 1976 et il a grandi à Glenview, entouré de 6 autres frères et sœurs. Celui-ci affirme avoir subi des violences physiques de la part de son père, mais ça n'a pas été démontré. Dans sa ville natale, il avait la réputation d'un tyran, quelqu'un capable de passer d'un comportement normal à fou en l'espace de 2 secondes. La défense tente de semer le doute concernant les meurtres de Ashley et de Maria en niant sa présence sur les lieux. Concernant Ashley, elle essaie même de mettre un autre suspect sous les yeux de la justice, Mark, le gérant, qui est le responsable, pas son client. Pour Maria, le crime est un crime personnel commis par quelqu'un qu'elle connaissait personnellement. Et l'expertise médicale réalisée sur Michael sert à l'avocat pour atténuer la responsabilité de son client concernant l'attaque sur Michelle. Dans l'expertise, il est dit que Michael souffre de fugue dissociative et l'avocat s'empare de cette information pour justifier que Michael ne savait pas ce qu'il faisait lorsqu'il s'en est pris à Michelle. Après 6 mois de procès, le 15 août 2019, Michael est déclaré coupable de tous les chefs qui lui sont reprochés et sa sentence est donnée le 16 juillet 2021. Michael Gargiulo est condamné à mort. Celui-ci déclare « Je vais dans le couloir de la mort, à tort et injustement ». Concernant le meurtre de Tricia, il n'y a pas eu encore de procès, mais s'il devait en avoir un, Michael sera transféré en Illinois où il risque une peine de 25 ans en plus. D'autant plus que 2 anciens videurs avec qui il travaillait ont rapporté qu'il avait avoué le meurtre à l'époque, mais qu'il ne l'avait pas cru jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Michael Gargiulo est un tueur en série considéré comme un tueur méthodique, qui n'agit pas sur une simple pulsion. Il est comme un chasseur qui observe sa proie avant de l'attaquer. Et la justice se questionne sur le nombre de ses victimes. Il y en a-t-il eu d'autres? Le doute est permis, surtout après que Michael leur ait dit « Ce n'est pas parce que 10 femmes ont été tuées que mon ADN est présent que c'est moi le coupable ». Pourquoi parle-t-il de 10 victimes?
À ce jour, cela reste une question et une hypothèse. Michael est toujours présent dans le couloir de la mort pour avoir volé les vies de plusieurs jeunes femmes qui ont été les victimes d'un homme sans scrupules. Elle vivait un rêve, une vie à Hollywood, une vie de famille, une future vie universitaire, et tout ça leur a été arraché par l'homme qui vivait au coin de la rue. Il aura fallu du temps pour le capturer, et tristement, cela signifie que s'il avait été poursuivi après la correspondance ADN présente sur le corps de Tricia, des vies auraient pu être épargnées. Mais son arrestation est un soulagement, car il n'aurait certainement pas arrêté de tuer avant d'être appréhendé. Comme je l'ai dit précédemment, l'affaire a été très médiatisée au moment du procès en 2019 et je me demandais si beaucoup d'entre vous connaissiez cette affaire ou même en avaient entendu parler ou non. Personnellement, j'en avais entendu parler mais je ne connaissais pas tous les détails. Je l'avais surtout découverte à l'époque car beaucoup parlaient de la présence d'Ashton Kutcher lors du procès. C'est tout pour cette affaire. Si le contenu vous a semblé intéressant, vous pouvez me le signifier dans les commentaires et en aimant la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.